Bonjour à tous. J'aurais voulu avoir l'exemplaire physique à vous présenter, mais il y aura une image adéquate qui va apparaître sur l'écran. Et donc vous annoncer mon premier ouvrage. Alors c'est un ouvrage que j'ai écrit sur 10 ans à peu près, parce que je l'ai retravaillé de temps en temps, qui s'appelle Fascisme au pluriel d'Europe. Fascisme d'Europe par Thomas Ferrier. Donc c'est un ouvrage qui va être édité, qui est édité par Synthèse nationale de Roland Elie et qui va sortir incessamment. Là aujourd'hui on enregistre l'émission le 13 juillet, voilà, que je ne dise pas de bêtises, et j'espérais une sortie le 9. Normalement la semaine prochaine il devrait être disponible. Il y a déjà des gens qui l'ont commandé sur le site de Synthèse nationale par internet, et la nouvelle librairie, à cette nouvelle librairie, vous devriez l'avoir, j'espère, au cours de la semaine prochaine. Donc ce livre, pourquoi ce livre d'abord et comment? Donc j'avais écrit dans le passé quelques petites brochures sur ce sujet, et en fait au fur et à mesure des années, de temps en temps, j'enrichissais de telle ou telle partie, de tel ou tel nom, tel ou tel groupe, et au final ça donne un résultat un petit peu étrange, mais que j'ai trouvé intéressant, et que j'ai proposé à l'édition à Roland. C'est-à-dire que dans cet ouvrage vous avez à peu près tous les partis fascistes ou nationaux-socialistes créés entre 1918 et 1945. Ça s'arrête à 1945, et ça parle évidemment aussi des racines, depuis les années 1880, voire même de l'Antiquité. L'idée générale, c'est que vous avez un panorama de l'ensemble des partis, tout pays confondu, avec en plus, pour chaque parti, le nom originel dans la langue originelle du dit parti. Par exemple, vous avez des noms en lituanien, en tchèque, en police de caractère russe, grec moderne, etc. Voilà. Ça, c'est pour que finalement vous ayez un panorama le plus complet possible, ce qui vous amène par exemple à avoir 50 ou 60 partis polonais, une trentaine de partis hongrois et tant d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un pays d'Europe finalement qui a échappé, à des degrés évidemment divers, de l'Islande à l'Union soviétique, parce qu'il y avait des mouvements russes fascistes, pas vraiment tant en Union soviétique même, où c'était dangereux que parmi les réfugiés russes, que ce soit en Mandchourie, aux États-Unis ou ailleurs. Et donc il n'y a pas un pays d'Europe qui ait échappé à cela. Évidemment, seuls deux pays sont devenus fascistes, l'Italie, dont le nom est venu, et l'Allemagne. Ce phénomène politique est important parce que c'est quand même le phénomène clé du 1er XXe siècle avec le communisme, et qu'il a un impact sur nos vies d'aujourd'hui, puisque il y a une hypermnésie actuelle sur ces sujets qu'on connaît mal finalement. On ramène tout au fascisme. Franco c'est le fascisme, le communisme c'est le fascisme, l'islam c'est le fascisme vert, et on met ça à toutes les sauces et sous toutes les formes. L'originalité du fascisme, et c'est là qu'on peut rendre hommage à l'historien israélien Joseph Sternhell, est d'avoir compris que le fascisme était une synthèse originale de socialisme et de nationalisme. Que c'était une révision nationaliste du socialisme. Ce qui est très vrai. Quand le fascisme allemand se dit national-socialisme, ce n'est pas une duperie stratégique pour tromper la classe ouvrière. C'est parce qu'ils se considèrent réellement comme de vrais socialistes. Goebbels parlait du socialisme authentique, des RT, socialisme ou socialisme pur. Évidemment, ce n'est pas du marxisme, et ce n'est pas nécessairement le socialisme utopique non plus du XIXe siècle, mais que ces gens aient été vraiment socialistes en matière économique ou ne l'aient pas été n'a pas d'importance. Ils se revendiquaient et se considéraient comme tels. Nationalisme plus socialisme. Ce qui d'ailleurs montre que l'Union soviétique de Staline, par certains aspects, était un régime fasciste, puisqu'il était à la fois un régime socialiste et nationaliste, et à partir de 1950, antisémite. On sait que Staline avait voulu finir le travail, entre guillemets, d'où le fameux complot des blouses blanches de 1952, et Staline meurt en 1953, ce qui arrête tout processus. Bon. Ce qu'on voit bien là-dessus, c'est que le phénomène du fascisme, c'est un phénomène complexe, historique, qui remonte à l'Antiquité la plus ancienne, et qui a entaché, évidemment, notre civilisation, parce qu'un régime audacieux, mais qui finit dans le crime, emmène des valeurs héroïques et nobles à être associées à des valeurs criminelles et ignobles. Il suffit de penser, récemment sur Arte encore, ils ont passé des reportages sur les expériences médicales qui ont pu être commises pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui sont évidemment totalement ignobles et répugnantes. Il ne s'agit donc évidemment pas de faire un ouvrage apologétique. Que cet ouvrage soit édité par un éditeur de droite nationale ne doit pas tromper sur le contenu. J'ai choisi un éditeur qui pouvait m'éditer, qui n'aurait pas eu
d'état d'âme à le faire, et avec un public qui est intéressé par ce sujet. Parce que je pense que c'est beaucoup plus vendeur, effectivement, pour un public de droite nationale, dont certains ont des nostalgies, de proposer un ouvrage qui leur donne 800 parties, avec qu'un public mainstream, classique. Et puis ma méthode de travail est une méthode que j'appelle métapolitique ou parapolitique, c'est-à-dire que je ne fais pas comme les universitaires avec 200 notes de bas de page ou 8000 notes de bas de page et une bibliographie de 35 pages. Voilà, c'est un ouvrage condensé, c'est un ouvrage qui est la somme de tout ce que j'ai pu lire sur le sujet. Et j'ai mes lectures, et vous voyez, regardez ma bibliothèque derrière, vous voyez que des lectures, et ça, ce n'est que un 40e de ce que j'ai chez moi, en lecture. Donc voilà, je lis énormément, pour la politique et pour vous proposer des émissions intéressantes aussi. Et c'est pour ça que cet ouvrage, pour moi, c'est pas le peu d'argent que je risque de gagner qui m'importe derrière, c'est vraiment vous faire partager des connaissances, des analyses, avec lesquelles vous serez d'accord ou pas, une vision des choses. Le fascisme a été un phénomène fondamental, puisqu'aujourd'hui, toute notre classe politique en permanence y fait référence de manière diabolisante. Mais voilà, c'est bien qu'il y a eu quelque chose à cœur le point sensible. Je pense honnêtement que l'extrémisme du fascisme a abouti à un extrémisme opposé. Et qu'aujourd'hui, nous sommes dans un modèle extrémiste et pas dans un modèle sain, serein et calme. Nous sommes dans la surenchère hystérique de cette période. Et l'hystérie n'est jamais très bonne conseillère. Donc, si mon ouvrage peut avoir une utilité, c'est de remettre le fascisme dans son époque, pour citer le titre d'un ouvrage d'Ernst Nolte, le fascisme dans son époque, c'est-à-dire remettre dans un contexte, rappeler les choses. Et la civilisation européenne n'est pas née en 1933, elle n'est pas morte en 1945. La civilisation européenne n'est pas définitivement marquée du sceau de la famille d'une époque de 12 ans. 12 ans d'histoire sur 30 000 ans d'histoire de l'Europe, c'est rien. Alors que ces 12 ans étaient très intenses, que ces 12 ans aient amené à des crimes de masse comme l'Union soviétique a pu en faire, comme la Chine de Mao d'ailleurs, que certains peuples, une certaine confession était spécialement ciblée et victime d'atrocités indiscutables, et tout cela est vrai, mais la civilisation européenne ne doit pas mourir à cause de cette époque. Or, aujourd'hui, on a le sentiment que l'Europe actuelle doit cesser d'exister, de s'autodétruire, en sacrifice, en auto-sacrifice, pour expier une responsabilité historique dont pourtant elle ne l'est pas. En tout cas, les jeunes générations, les gens qui sont nés en 40, les gens qui avaient 5 ans, 10 ans, 15 ans en 1940, n'ont aucune, et leurs descendants n'ont aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Et le problème, c'est ce côté manichéen, noir et blanc. C'est-à-dire, dans les années 60-70, on pouvait dire des choses librement qu'on ne peut plus aujourd'hui. Et c'est un vrai problème de fond, parce que c'est pas sain, c'est pas bon de vivre dans le rétroviseur. Or, ceux qui vivent dans le rétroviseur, bien sûr, il y a des nostalgiques de ces époques-là, mais ils sont très minoritaires, et ils n'ont aucun poids politique, ils n'ont aucune existence politique. Donc les nostalgiques, ils sont marginaux. Mais on leur donne de l'importance en remettant le couvert en permanence. Plus on remet le couvert sur ces sujets, plus évidemment ça réexcite les passions. Moi je pense qu'il faudrait dépassionner ça, je sais qu'aujourd'hui les temps ne sont pas prêts à cela. Mon ouvrage ne va pas chercher à le dépassionner. Mon ouvrage va simplement rappeler les faits historiques et les impacts historiques derrière. Et il y a des citations que vous aurez dedans qui vont vous surprendre. Vous avez une citation du dirigeant italien, communiste italien Palmiro Togliatti, qui s'adresse aux chemises noires en disant « Rejoignez-nous ». Bon, vous avez ce genre de citations. Vous avez des citations... alors je ne le dis pas dans l'ouvrage, mais je vous donne un exemple assez amusant, je ne sais pas si j'ai déjà évoqué par ailleurs. Lorsque Joseph Staline s'est présenté avec Beria à Yalta. Donc à Yalta, vous aviez Roosevelt et vous aviez Churchill. Et il vient avec Beria, Staline, comme ça, il arrive, et il dit en russe comme ça, « Et ton Nash Gimlir, c'est mon Himmler ». Et Staline dit ça, tranquillement, « C'est mon Himmler ». L'humour de Staline, qu'on ne connaissait pas forcément très humoristiquement parlant connu, mais voilà. Et il dit ça, il dit « Et ton Nash Gimlir ». Voilà. Donc Staline vient dire que Beria, c'est son Himmler. Et donc c'est lui-même qui dit finalement fascisme et communiste. Et je ne sais plus qui avait dit que les fascistes et les communistes étaient deux jumeaux homozygotes. Bon, un exemple, Svetlana Staline, c'est pas non plus dans le livre. Vous voyez, on parle de sujet. Svetlana Staline a fui en
soviétique, elle est allée aux États-Unis, elle a écrit un livre pour raconter sa vie avec son père. Et à un moment donné, elle explique clairement que Staline avait décidé de partager le monde avec Hitler. Et que Staline a été le premier surpris par l'attaque allemande, auquel il ne croyait pas, malgré l'agent Richard Zorge, l'espion allemand pro-russe, enfin l'espion russe allemand qui avait informé, il n'avait pas voulu le croire. Staline était assez fasciné par Hitler, et on peut penser que si Staline et Hitler s'étaient rencontrés, l'histoire aurait été différente. C'est Ribbentrop et Molotov qui se sont rencontrés. Voilà. Et donc pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a plein de petites anecdotes comme ça, que les gens ne connaissent pas. Comme par exemple le ralliement de certains socialistes italiens en 1944 à Mussolini, alors même que le régime était au bord de l'effondrement. C'est assez surprenant que des gens comme le socialiste Carlo Silvestri et d'autres soient venus comme ça. Un exemple typique, Niccolò Bombacci, qui était un grand leader du Parti communiste italien, s'est rallié à Mussolini en 1944, et au point de ne pas partager la mort du dictateur, puisqu'il a été tué en même temps que Mussolini et sa maîtresse Petacci lors des événements. Voilà. Et alors, c'est intéressant de savoir, là aussi je ne le dis pas, mais avant sa mort, l'historien français Pierre Milza, spécialiste du fascisme, avait écrit un livre sur la mort de Mussolini, et à la fin de sa vie, Milza concluait qu'effectivement, il était probable que la mort de Mussolini ait été organisée par les services britanniques, qui devaient récupérer une mallette qu'avait Mussolini, et dans laquelle Mussolini avait en fait les échanges, les lettres de Churchill, entre lui et Churchill, y compris en plein milieu de la guerre, y compris 42-43. Et donc, évidemment, Churchill ne voulait absolument pas que ces documents sortent, parce qu'il voyait bien que les conséquences politiques étaient embêtantes. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça, des historiens parfaitement classiques, traditionnels, peuvent révéler au détour d'une page, et donc il y aura d'autres citations un peu que vous découvrirez comme ça de cette nature, et d'autres qui vous surprendront, voilà. Surtout en note de bas de page, il y a quand même des notes de bas de page, mais les notes de bas de page chez moi, c'est plutôt avec des choses que je ne mets pas dans le texte. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous y trouverez de l'intérêt, et que vous aurez l'indulgence de considérer que le fait que je ne fasse pas 35 pages de bibliographie, mais pas de bibliographie du tout, hein, ne préjuge pas que j'ai rien lu. Hein. Voilà, l'idée générale, c'est que c'est un essai personnel qui est le fruit de plus de 20 ans de lecture, de 20 ans aussi de fréquentation de la droite nationale, et de l'idée générale que, eh bien, il y a des choses à dire sur ce sujet qui ne sont pas dites, et qui ne sont pas consensuelles, mais qui ne sont pas non plus provocatrices. Voilà, j'espère que ça plaira. Et je remercie les lecteurs de faire leur part de leurs commentaires. S'ils expriment le besoin, ils sauront où me trouver. A bientôt.